Les relations artistiques sont étudiées depuis bien longtemps et le paradigme de ces études a changé ces 30 dernières années. L'influencologie traditionnelle est dépassée depuis longtemps. Les études concernant différents aspects des relations franco-allemandes sont les modèles. La collection Passage, publiée par le Centre allemand d'histoire de l'art de Paris, compte désormais 57 vastes volumes. D'autres institutions sont tout aussi actives dans ce domaine. Les études de transculturation sont en vogue. Il y en a même qui disent qu'il est difficile de tomber sur un colloque qui concernerait un autre sujet. L'état de recherche sur les relations artistiques franco-polonaises est beaucoup plus modeste, bien que la première publication commune à ce sujet est parue à Paris avant la Seconde Guerre mondiale. La période qui suivit n'était pas propice aux recherches. Un ouvrage important sur les contacts artistiques franco-polonais à l'époque du classicisme date des années 1960. On a beaucoup publié plus tard au sujet des dernières années du XIXe siècle et du début du XXe siècle et de la présence polonaise à l'École de Paris. Mais par exemple, l'activité des artistes appartenant à la grande émigration, soit des années 1830-1860, demeure jusqu'à aujourd'hui une terra incognita. Il n'y a aucune institution qui se concentre sur ce type de recherche. Passer en revue le thème des contacts artistiques franco-polonais au XIXe siècle est un problème compliqué à cause de l'histoire de la Pologne. À l'époque, un État polonais au sens strict était inexistant. C'est une carte d'un ouvrage de Norman Davies, Histoire de Pologne. En 1795, suite au troisième démembrement, les trois puissances voisines, soit l'Autriche, la Prusse et la Russie, se sont partagées le territoire de la République des deux nations. Le duché de Varsovie, pays satellite mis en place en 1807 par Napoléon, embrassant une partie des territoires annexés prussiens et autrichiens, n'a duré que 6 ans. Le royaume de Pologne, établi par le Congrès de Vienne et faisant partie de l'Empire russe, n'a joui qu'une autonomie limitée que pendant les premières années de son existence. La situation des terres dites annexées, situées plus à l'est, était encore différente. En plus de cela, un État miniature du nom de la République de Cracovie s'est maintenu jusqu'en 1846, formellement indépendant, mais contrôlé par les États envahisseurs, essentiellement par l'Autriche. Ainsi, la vie sociale et culturelle s'est développée telle sur le territoire polonais dans le cadre de 3 ou 4 ou 5 réalités politiques et sous l'impact de la politique menée par les autorités étrangères, souvent hostiles par rapport aux habitants et parfois mutuellement. L'étendue de la notion de l'art polonais subit l'influence des problèmes ethniques. La propriété des terres en partie allemandes dans les anciennes voïvodies occidentales, la germanisation progressive des habitants des villes au XIXe siècle sur le territoire annexé prussien, la russification du territoire annexé russe, les taux importants de juifs peu assimilés, essentiellement dans les villes, grandes et petites,
des territoires annexés russes et autrichiens. Enfin, le fait que la population rurale des confins orientaux de l'ex-République de Pologne représente l'ethnos lituanien ou ruthène. Les couches rurales n'avaient pas participé à la haute culture, mais la situation a évolué au XIXe siècle, ce qu'accompagnaient les aspirations nationales croissantes des Ukrainiens, Biélorusses et Lituaniens. Une partie des Juifs, même issus des milieux orthodoxes, a opté pour l'assimilation à la culture polonaise. S'il est facile de ranger parmi les écrivains polonais les auteurs juifs de ces milieux qui écrivent en polonais, l'appartenance des peintres et sculpteurs actifs par exemple à Paris vers 1900 est une question plus compliquée. Par conséquent, au XIXe siècle, les châteaux et manoirs polonais, éparpillés au loin à l'est, constituent-ils les enclaves de haute culture, souvent francophones ou au moins francophiles. La connaissance du français est répandue chez les nobles, aisés et les aristocrates, ce dont témoignent les restes des bibliothèques et des documents conservés. Nous y trouverons de nombreux médiateurs, parfois bien exotiques, qui contribuent à transmettre les idées à grande distance, mais principalement à l'intérieur de leur classe. À la fin du XVIIIe siècle, c'est par exemple le jeune comte Michał Jan Borch, résidant à Warklany, en Livonie polonaise, actuellement en Lettonie orientale, dont la langue maternelle était le polonais, mais qui entendait publier son œuvre complète, rédigée en français, en 36 volumes. Il avait reçu une éducation française, mais il était aussi un grand amateur de l'Italie, un membre de 19 académies, surtout italiennes. Dans sa relation du voyage en Sicile et à Malte, il réfléchit sur la genèse du gothique, dessine des sculptures de la Villa Palagonia. C'est son dessin. Il rentre enfin à Warklany, où il repose aux côtés de son ami intime, architecte italien originaire de Rome, dessinateur du jardin à l'anglaise de la résidence. Ça, c'est le monument érigé pour l'architecte, et ça, c'est le monument pour le chien du comte. La photographie, bien sûr, est postérieure. La Grande Guerre, la Révolution russe et le changement des frontières font disparaître tout cet univers. C'est une sorte d'Atlantide dont il ne reste que de menus souvenirs. Les 11 volumes publiés à la fin du XXe siècle relatifs à l'histoire des résidences dans les confins orientaux de l'ancienne République de Pologne, composés de photographies et documents d'archives sauvés, ainsi que de souvenirs des derniers propriétaires, mentionnent 1500 châteaux et manoirs. Pour illustrer ce fragment de ma communication, j'ai ouvert au hasard le volume 11. J'y ai trouvé des photographies du château de Jaroszyński prises en 1914 dans la localité Dzwonicha, actuellement oblast de Vinnytsa en Ukraine.
dont je n'avais jamais entendu parler. Il est question dans la description d'un mobilier acquis dans un couvent en Italie, d'une armoire réalisée à Danzig dans le style florentin, des tapisseries françaises de l'époque de Louis XV, des dessus de portes peintes par la propriétaire au début du XXe siècle dans le style de Böcklin, des tableaux anglais et polonais et des portraits dont l'auteur est le peintre français Jean-Jacques Rousseau, mais de la fin du XIXe siècle, qui a passé quelquefois l'été à Dzvonica, où il a peint plusieurs autres tableaux exposés plus tard à Paris. Son œuvre ukrainienne la plus célèbre était le fameux tableau représentant les bacs sur la rivière Boch avec des bœufs et la célèbre auberge de Tevrov au fond. Bien entendu, ces tableaux autrefois célèbres sont aujourd'hui parfaitement oubliés. La bibliothèque du château comptait 4000 volumes, les ouvrages en langue étrangère, principalement en français dominant. Tout est disparu pendant la Révolution. Dans les résidences des plus grandes familles, par exemple de Branicki à Alexandria, près de Biała Cerkiew, se trouvaient d'importantes collections d'art, y compris des tableaux de peintres parisiens à la mode au XIXe siècle, tels que François Gérard, Ari Scheffer et Winterhalter. Il n'en reste que des photographies en noir et blanc. La destruction de la substance historique et des sources fait que le savoir sur ces diverses collections, les contacts, les goûts et l'histoire n'est aujourd'hui qu'à l'étape documentaire préliminaire. Les recherches sur l'art polonais et ses relations avec l'étranger devraient prendre en considération les conditions politiques et ethnogéographiques des 3 territoires annexés, mais ce n'est réalisé qu'en partie. Dans le discours encyclopédique, c'est l'histoire de l'art des 2 milieux principaux qui prévaut, à savoir Varsovie et Cracovie, avec une prise en compte occasionnelle d'artistes polonais actifs à l'étranger, d'Ukraine à Paris, voire même de Sibérie au Pérou. Il s'agit donc d'une histoire de l'art polonais définie selon les critères culturels et non géographiques. Soit dit en passant, c'est conforme aux intentions des artistes qui considéraient d'habitude leurs activités en termes nationaux, malgré les divisions et contraintes politiques imposées au XIXe siècle. Probablement, c'est la raison pour laquelle la première société polonaise des beaux-arts, celle de Poznań, 1837-62, où l'on préconisait l'art allemand, notamment la peinture de l'école de Düsseldorf, a été supprimée après un certain temps, faute de sociétaires. Alors que s'est développée avec succès les sociétés de Cracovie, 1854, et de Varsovie, 1860, qui promouvaient le marché national. Ainsi, notre revue des liens artistiques franco-polonais n'abordera fatalement que quelques problèmes choisis. Il convient par commencer par la seconde moitié du XVIIIe siècle, ces relations atteignant une qualité nouvelle à ce moment-là. En 1752, le dernier roi polonais, Stanislas
Auguste Poniatowski, fait, tout jeune, un séjour parisien de plus d'1 an. Il s'y lie d'amitié avec Marie-Thérèse Geoffrin, son aînée de 30 ans, dont il fréquente les salons littéraires. Ça, c'est le tableau postérieur du début du XIXe siècle. Après son avènement au trône en 1764, il entretient avec elle une correspondance régulière et en fait son agente artistique. C'est à l'architecte français de renom, Victor Louis, qu'il commande les plans pour son premier investissement, qui est la reconstruction du château royal de Varsovie. Ils ne sont pas réalisés, mais deviennent un point de départ pour les autres architectes du roi. Dans le cadre de ce projet, 4 grands tableaux sont commandés à Paris. Des scènes historiques avec un programme éducatif dicté par le roi qui illustre des vertus civiques, justice, émulation, magnanimité, concorde. Les prestataires représentent un établissement artistique reconnu. Lagrenet a été le premier peintre de l'Académie de Pétersbourg. Les 2 autres, Allais et Vien, ont joué un rôle important dans l'évolution de l'art français et ont contribué à la formation du classicisme. Les 3 tableaux sont exposés au Salon de l'Académie de 1767. Ils sont évalués notamment par Diderot, qui se montrent très critiques malgré leur caractère éducatif sérieux. Le jeune magnat Stanisław Kostka-Potocki scrutait la phase mûre du classicisme français. Il a commandé en 1780 à Rome, chez Jacques-Louis David, son portrait équestre, terminé et exposé à Paris 1 an plus tard, nommé « Superbe » par Diderot. En 1787, lorsque David a exposé la mort de Socrate, Potocki en a fait l'éloge dans sa recension du salon, imprimée en français, la première qui était rédigée par un Polonais. Dominique Vivant-Denon polémisait avec Potocki au sujet de l'école française et Rétif de la Bretonne a écrit que cet amateur éclairé s'exprimait dans notre langue avec autant de grâce que de lucidité. La France a joué un rôle essentiel à côté de Rome dans la politique artistique du roi, mais les Français n'étaient pas les seuls à la réaliser. Ils étaient d'ailleurs nombreux à travailler en Pologne au XVIIIe siècle. Par exemple, Jean-Pierre Norblin, qu'on appelle Norblin en polonais, ou le peintre, portraitiste, pastelliste de talent Louis Marteau, mort à Varsovie en 1804, l'un des meilleurs pastellistes français actifs à l'étranger. En 1768, c'est André Lebrun, disciple de Pigalle, qui est venu en Pologne et a fini par y rester en qualité de premier sculpteur du roi. Mais c'est l'Italien Bacciarelli qui était le plus important parmi les peintres du roi. L'organisation de l'Académie des Beaux-Arts devait se fonder sur le modèle français, mais les projets n'ont pas abouti pour des raisons financières. Ainsi, le roi a-t-il résolu d'octroyer aux jeunes artistes les bourses pour Rome,
ou plus fréquemment pour Paris. Les effets en étaient d'ailleurs ambivalents. Tadeusz Kościuszko a étudié vers 1770 à l'Académie royale de peinture et de sculpture, mais il a fini par choisir l'armée. Certains boursiers différaient leur retour de France ou s'y sont établis définitivement. Par exemple, Aleksander Kucharski, qui, dès 1776, a enseigné le dessin dans la Maison royale de France. Voici son portrait de Marie-Antoinette. Un artiste intéressant était Sylwestre Miris, né en Pologne, étudiant de Joseph-Marie Vien, enseignant des enfants de Louis-Philippe d'Orléans, duc de Chartres, au Palais Royal, en matière de dessin et d'histoire. Miris, en tant que collègue de Jacques-Louis David, l'a introduit au Palais Royal et, arrêté sous la Terreur, comptait sur son intercession. Mais en vain, il a été sauvé par les Jacobins barrères qui appréciaient les Polonais parce qu'ils avaient voté la Constitution du 3 mai. Anna Rajecka, Go de Saint-Germain, boursière, également fille présumée du roi, est restée à Paris. Rajecka s'est spécialisée en portrait et en tête à la Greuze. Avant le troisième démembrement, les artistes polonais allaient donc à Paris, mais peu nombreux. Ils y allaient et ne retournaient pas. Sans compter les portraits, les influences françaises sur la peinture rencontraient des obstacles à Varsovie. C'est l'Italien Bacciarelli qui jouait le rôle le plus important. Et quant aux Polonais, c'était Franciszek Smuglewicz, lui formé à Rome. L'influence du classicisme mûr de David se manifeste plus tard, dans les premières années du XIXe siècle, grâce au programme de bourse du duché de Varsovie. Le rôle d'intermédiaire incombe au peintre Antoni Brodowski, qui étudiait d'abord à Paris la miniature et fréquente brièvement de 1809 l'atelier de Girodet pour se distinguer ensuite parmi les disciples de François Gérard et qui étudie en plus, comme c'est la coutume à l'époque, la sculpture ainsi que les tableaux des maîtres anciens au musée de Napoléon. Il revient à Varsovie en 1814, se voit décerner au bout de 5 ans une médaille pour les tableaux intitulés Colère de Saül contre David, entamé encore à Paris, et obtient le poste de professeur à la faculté des beaux-arts de l'Université de Varsovie. Le tableau de concours de Brodowski rappelle les travaux d'étudiants de l'époque de ses études à Paris, par exemple ceux destinés au concours des prix de Rome. Brodowski met en œuvre cette formule à l'école de Varsovie. Après sa mort, elle est représentée par Alexander Kokular, lui formé à Vienne, Rome, à Paris. Les relations polono-françaises dans le domaine des arts sont étayées par les événements et les sympathies politiques. À l'époque des guerres napoléoniennes, les artistes français peignent les portraits de nombreux Polonais séjournant à Paris,
Fabre, par exemple, Louis en Italie. Et Gérard. Il en est de même 20 ans plus tard, après l'échec de l'insurrection de novembre 1830-31. C'est un extrait du livret du salon de 1833, les envois d'un peintre, certain Bazin, avec quelques portraits des personnalités polonaises. Les Polonais commandent aussi aux Français des scènes de bataille, dont le tableau Somosierra est un exemple peint par le jeune Horace Vernet pour le général Wincente Krasiński en 1816. Vernet avait une sorte de homologue en la personne de January Suchodolski, qui, en qualité d'adjudant de Krasiński, a fait plusieurs copies de la peinture du Français. Ensuite, présenté à Vienne au duc de Reichstadt, Napoléon II, il a reçu de ce dernier une lettre de recommandation au peintre français. Après la chute de l'insurrection, il est parti à Rome, où Vernet, exerçant le mandat de directeur de l'Académie française, a reçu les soldats polonais comme élèves. On connaît le mot de Baudelaire, selon lequel une méthode simple pour connaître la portée d'un artiste est d'examiner son public. Eugène Delacroix a pour lui les peintres et les poètes. Monsieur Horace Vernet, les garnisons. En Pologne, l'œuvre de Suchodolski connut alors un grand succès. En revanche, c'est Piotr Michałowski qui atteint une qualité approfondie de la peinture. Ce haut fonctionnaire du royaume de Congrès se rend à Paris après l'échec de 1831 avec l'intention de proclamer avec le pinceau la gloire des armes polonaises. Entre dans l'atelier du peintre de bataille Charlet. Michałowski reste d'abord envoûté par l'œuvre de Géricault, désormais disparu, mais il choisit un art subjectif en prenant des réminiscences de la peinture plus ancienne, notamment espagnole. Parmi les plus de 5000 représentants de la grande émigration de 1831, une centaine cultivaient ou a acquis à Paris la profession d'artiste. Leur œuvre est presque inconnue, à l'exception de Michałowski et de Kwiatkowski, pour ses liens avec Chopin. De nombreux émigrés se sont formés à Paris dans les ateliers des Gros et surtout des Cognier, sympathisant ouvertement avec les Polonais, dont ils formaient certains à titre gratuit. Ça, c'est un tableau de Cognier dédié aux Polonais de 1831. Les disciples les plus doués de Cognier dans les années 40, Henryk Rodakowski, a fait un début brillant au salon de 1852 avec le portrait historique du général Dębiński, chef vaincu de la révolution hongroise de 1841 au 49. Ça, c'est ce tableau. Une charge française du salon,
bien sympathique, la première médaille. Rodakovsky a connu le succès à Paris. Delacroix a qualifié son portrait de la mer du salon de 1853 comme un véritable chef-d'œuvre. Le peintre a resté à Paris pendant des années, classé parfois aux expositions parmi les représentants de l'école française. Nadar avait l'intention de le placer sur la 3e planche de son Panthéon. Julius Kossak présente sur une aquarelle le bel atelier parisien de Rodakovsky en 1857. À côté duquel on y voit Kossak et Léon Kapliński, un peintre lié à l'aristocratie polonaise établie à Paris, élève de Joseph-Nicolas Robert Fleury. Stanisław Witkiewicz, un critique lié avec le réalisme, supposait que Horace Vernet, illustrateur de la légende napoléonienne, pas encore éteinte chez nous, considéré presque comme un des nôtres, représentait probablement pour Kossak l'attrait parisien principal. Ça, c'est un tableau de Julius Kossak de cette époque. À l'époque, Vernet n'avait pas d'école et quand Kossak l'a interrogé à qui il fallait demander de lumière, il a répondu « À personne, observer la nature et produire, voilà l'école qu'il vous faut. Je n'ai rien à vous apprendre. » Kossak a donc copié au Louvre les chevaux de Géricault, les paysages de Ruysdael et de Troyon. Il allait le soir dessiner les modèles dans une des écoles privées. Il dessinait aussi dans les casernes, sur les places d'exercice, dans la rue. Il faisait des études de cheval dans l'abattoir, ainsi que les études de plein air. On a retrouvé récemment un dessin différent de Kossak de l'époque qui présente un groupe de peintres polonais à Paris et s'intitule L'Orchestre d'artistes. Sa genèse est singulière, mais il n'y a pas le temps pour la rapporter. Donc il suffit de dire que cette anecdote confirme le fait qu'au milieu du XIXe siècle, l'intérêt pour Beaux-Arts n'était pas très répandu sur le territoire polonais, mais qu'un milieu d'artistes polonais a commencé à se former à Paris. L'orientation parisienne n'était pas la seule pour l'art polonais à l'époque. L'Académie de Pétersbourg, fréquentée par les sujets du territoire annexé russe, envoyait ses diplômés, par exemple, à Rome. À Cracovie, le règlement obligeait les architectes titulaires de bourses à compléter leur formation à Vienne et Karlsruhe. Et après 1850, Berlin est devenu le point fixe du programme. Néanmoins, c'est déjà alors qu'il arrivait aux architectes d'aller à Paris. Un diplômé a fait, par exemple, un stage chez Labrouste et Lassus. Plus tard, ces voyages étaient plus nombreux. Règlement en 1851 on indique dans ce règlement que les académiciens, on indique les académies
où on pouvait se rendre: Vienne, Munich, Dresde, Berlin et Düsseldorf. En cette période, le professeur de peinture à Cracovie était encore Wojciech Stadler, récompensé certes à Paris en 1844 d'une médaille de 3e classe, mais formé par l'admiration pour les nazaréens allemands. Les modèles français ont été introduits à l'école de Cracovie par les successeurs de Stadler, Władysław Łóżtkiewicz, qui avait étudié vers 1850 à Paris et à Bruxelles. Łóżtkiewicz a inspiré Matejko, dont l'œuvre précoce était orientée vers Delaroche et Gallet. Ce sont quelques tableaux de Matejko des années 60, montrés à Paris. Plus tard, Matejko a développé une formule différente, mais il a toujours exposé à Paris. Ça, c'est son grand tableau Jeanne d'Arc, paraphrasé ici en français. À Varsovie, le genre historique était promu avec succès par Joseph Zimmler, étudiant d'académie allemande et élève de Gleyr à Paris, où il copiait aussi Delaroche. Les rapports artistiques franco-polonais après l'insurrection de janvier 1963 jusqu'en 1890 sont relativement peu étudiés. L'art français est alors présent sur le territoire polonais essentiellement sous forme d'œuvres importées et de la Renaissance française en vogue dès les années 70, à laquelle recourent les architectes de diverses nationalités. En revanche, la présence de peintres et de sculpteurs polonais et leur participation au salon et expositions universelles augmente systématiquement. Les artistes établis en France fonctionnent comme médiateurs qui transmettent les idées nouvelles. C'est le rôle rempli par le sculpteur Cyprian Godebski, né et résident en France, qui travaille périodiquement à Lwów et Varsovie, qui se prononce à propos de l'art dans des périodiques polonais et qui soutient les artistes lors de leur séjour parisien. Certains de ces migrants prolongent leur séjour et remportent pendant un certain temps des succès sur les marchés. Par exemple, Józef Chełmoński, qui vend par l'intermédiaire de la maison Goupil sur les marchés français et américains des paysages de genre représentant des scènes d'Ukraine. Dans les années 70 et 80, c'était les représentants du réalisme académique qui imitaient souvent Meissonier et Gérôme, tel l'orientaliste Stanisław Chlebowski. Voici son étude et son tableau. Et voici à gauche l'étude de Chlebowski et à droite l'étude de Gérôme, parce qu'ils ont travaillé ensemble en Turquie. Un autre exemple, c'est le peintre de bataille Jan Rosen. Le nombre d'artistes polonais voyageant dans la capitale française croît après l'exposition universelle de 1889. L'apogée a lieu vers 1900, ce que confirment les statistiques des inscriptions à l'Académie Julian. Ce sont les inscriptions, ça c'est plus joli parce que c'est en couleur, c'est la présence des Polonais aux différents ateliers
de l'Académie Julian. C'est un choix de leur tableau. Eva Bobrovska évalue que de 1890 à 1918, presque 700 ou plus de 600 artistes polonais ont fait des séjours parisiens. Presque tous les peintres et sculpteurs éminents se rendent alors au bord de la Seine. L'impact en est considérable pour l'art polonais et les chercheurs l'apprécient plus tard à sa juste valeur. Il suffit donc de rappeler que le voyage de peintres varsoviens Pankiewicz et Podkowinski les pousse vers l'impressionnisme en 1890, que c'est à Paris que travaille, mort de tuberculose, le peintre talentueux de Cracovie, Ludwig Delaveau, qu'Alexandre Gerimski y fait un séjour, que Władysław Ślewiński se lie d'amitié avec Gauguin et l'accompagne à Pont-Aven. Le portrait, c'est le portrait de Strindberg, peint par Ślewiński. Que c'est à Paris encore que deux disciples de Matejko, c'est-à-dire Mehofer et Wyspiański, mettent au point leur style. Wyspiański, et il y avait aussi une femme peintre, Boznańska, Olga Boznańska, portraitiste surtout. Les sculpteurs arrivent aussi, particulièrement exposés à la misère, car les bourses de famine de Varsovie ou de Lvov ne suffisent pas pour les faire vivre et payer les études tellement onéreuses. Cela peut aboutir au suicide ou exige d'énormes sacrifices, comme c'est le cas du futur professeur cracovien Konstanty Laszczka, bossant la nuit après les cours à la construction d'égouts. Ajoutons à l'occasion que l'essor des artistes n'était pas facile non plus à leur retour dans le pays, ce dont témoigne le dessin du Varsovien Otton Bauer. À gauche, après le retour de Paris, et à droite, 3 ans après. Probablement, il s'agissait du phénomène d'offres superflues. L'importance de la France dans la vie culturelle polonaise à la fin du XIXe siècle est illustrée aussi par l'histoire des collections. Il est révélateur de comparer deux collections d'aristocratie de Grande-Pologne. Celle de Atanazy Raczyński des années 1830-70 comporte, parmi les peintures contemporaines, essentiellement des tableaux allemands. Les œuvres des milieux français et belges n'en constituent qu'un quart. La collection de Edward Raczyński, mise en place 50 ans plus tard, comporte en outre de l'art polonais, des tableaux français, de même que des œuvres de quelques Italiens, Suisses, Espagnols, Hollandais et d'autres artistes actifs à Paris. La majorité a été acquise au salon progressif de la Société nationale des beaux-arts et certaines œuvres
provenait même du Salon des indépendants. Dans les premières années du XXe siècle, un sculpteur polonais conservateur, protagoniste du roman d'Antoni Kamieński, rêve de Paris et de l'art français académique. Tandis que les écrivains et les artistes de la jeune génération découvrent également à ce moment-là les bagages artistiques d'autres pays, souvent remarqués déjà et appréciés par la France. La littérature et l'art scandinave en vogue à Paris dès la fin des années 80 du XIXe siècle en est un exemple. Paris devient un médiateur dans ces échanges, facilité grâce à la connaissance universelle de la langue française. L'ouvrage de Félix Jaśieński, collectionneur important, publié en français au début du XXe siècle sous le titre « Promenade à travers le monde, l'art et les idées », témoigne de ce rôle de Paris. Ce livre est un commentaire aux idées de provenance bien variées, mais solidement enracinées dans la culture française. Il contient de bons mots dont il conviendrait de citer un, puisqu'il se réfère au thème de ma communication. Vantons l'art polonais toujours, ne le montrons jamais. C'était à propos d'une mauvaise exposition polonaise à Paris en 1900. Une attitude différente, moins franco-centrique, apparaît vers 1910. Józef Rettinger, un des auteurs de l'intégration européenne, fonde à Cracovie un mensuel littéraire artistique après avoir fait ses études à Paris, où il a obtenu le grade de docteur à la Sorbonne à l'âge de 20 ans. Après ses études à Munich, à Florence et à Londres. La chronique littéraire et la bibliographie publiée dans son périodique n'embrassent pas que les nouveautés de Pologne et de France, mais encore du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Espagne, de Russie et d'Italie. Le jeune rédacteur commande la plus grande partie des comptes rendus à des étrangers, participants et co-créateurs de ces différentes cultures européennes. Hélas, la conception innovatrice ouverte s'est montrée prématurée. L'entreprise engloutait le capital privé tout entier de Rettinger et prend fin. Il semble qu'à ce moment-là, l'univers de l'art soit aussi devenu plus ouvert aux contacts multilatéraux directs. La Grande Guerre vient interrompre cette tendance. Je vous remercie pour votre attention. J'étais frappée par cette tradition forte qui existait en Pologne, des peintres polonais, mais aussi des architectes polonais.
Oui. Vous avez bien expliqué qu'il y avait en Pologne une grande tradition de peintres qui se rendaient à Paris pour y étudier déjà chez Gros, par exemple. Donc, beaucoup plus tôt que c'était le cas des artistes tchèques, comme nous allons l'entendre cet après-midi, et peut-être aussi beaucoup plus tôt que c'était le cas des peintres hongrois. Et ce qui est encore plus frappant pour moi, que c'était aussi que ça marchait aussi dans le cas des architectes. Parce qu'en ce qui concerne les architectes tchèques, ce n'est que dans les années 1880 qu'ils se rendent éventuellement pour étudier à Paris. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être ajouter un petit mot sur le parcours des architectes? Donc, c'est l'architecture qui vous intéresse dans cette question, si j'ai bien compris. Maintenant, je ne suis pas spécialiste en ce domaine. Je crois qu'il y avait quelques périodes fortes. Par exemple, le classicisme, avec ce roi, le dernier roi qui était tellement influencé par la culture française. Donc, pour lui, c'était naturel d'envoyer les boursiers à Paris et de commander d'abord les œuvres aux Français. Ensuite, c'était la politique, le duché de Varsovie, l'alliance avec la France. L'alliance, n'est-ce pas? Le duché était le pays satellite dépendant de... Mais cela encourageait le contact. Ensuite, toute la classe qui commandait les tableaux et les bâtiments parlait français. Donc, c'était aussi la faiblesse de l'art polonais qui encourageait la plus haute classe aristocratique à se tourner vers la France, parce que c'était le plus simple. Tout le monde voyageait là. Mais en même temps, il y avait ce courant anglophile à la fin vers 1800. Donc, par exemple, ce jeune comte Borch, il fait un jardin anglais. Il voyage aussi en Angleterre. Il traduit lui-même un ouvrage anglais en polonais. Mais il produit 36 volumes en français de ses propres œuvres. Donc, il ne faut pas tomber dans l'exclusivité, dans cette vision. Quand il s'agit de l'architecture, je crois que c'était surtout à part du classicisme, de cette période dont j'ai mentionné. Ensuite, au XIXe siècle, c'est surtout le monde allemand. Ce sont les écoles allemandes. Pour Cracovie, c'est naturel, c'est Vienne. Il y avait une période de germanisation, même à Cracovie, au milieu du XIXe siècle. Les Autrichiens voulaient germaniser l'université de Cracovie. Cela a changé aux années 70. Mais pour l'éducation technique, pour les architectes, c'était les écoles comme Düsseldorf, Munich. Munich était important pour les peintres aussi. Le plus grand nombre de peintres polonais, vers la moitié du XIXe siècle, après, jusqu'aux années 80, étudiaient à Munich. Donc, c'est une manque des écoles locaux qui a encouragé les voyages d'études. Est-ce qu'il y avait aussi l'intermédiaire de la Belgique en ce qui concerne des voyages des Polonais à Paris après? En ce qui concerne l'enseignement dans le domaine de la peinture? On sait qu'il y avait des peintres qui ont voyagé en Belgique. Par exemple, ce Łuszkiewicz, qui a étudié à Paris, il a fréquenté une école privée, c'est-à-dire qu'il a dessiné et peint du modèle vivant, nu. Il s'est rendu ensuite à Bruxelles. Donc l'influence double de Laroche et Gallet
sur cette peinture anecdotique du genre historique. Il n'était pas un bon peintre, Ushtkevich. Il était historien d'art, il était professeur, mais il a formé Matejko, le peintre national polonais de la seconde moitié du XIXe siècle, dont le père était un Tchèque, son nom l'indique, Matejko, n'est-ce pas? Il est venu de Bohême en tant que professeur de musique. Donc, notre peintre national polonais est moitié tchèque et moitié allemand de Cracovie, parce que sa mère était issue d'une famille allemande de Cracovie. Elle était protestante. Le peintre était très catholique. C'est un problème pour lui. Mais votre question concernait la Belgique. Il y avait aussi d'autres peintres qui voyageaient à Belgique. Par exemple, Straczynski, qui a étudié à Pétersbourg. Il était boursier. Il est envoyé à Paris, mais il a fait un détour à Belgique. Donc, il y avait plusieurs cas. La Belgique était suffisamment importante, suffisamment fameuse pour que les artistes y voyagent. Par rapport à votre question, par rapport aux architectes français en Pologne, parce que moi, en fait, je suis 18e, j'ai un peu différents points de vue. Ça veut dire, au 18e siècle, on trouve pas mal. Rico de Tirgaï, Jean-Claude Pingeron, Cousteau, il y a quelques-uns qui travaillent à Zamość vers 1800, mais ils sont tous expulsés. Il y a résistance, mais je travaille sur Pingeron, expulsés par les Polonais et par les conflits avec les architectes polonais, soit les architectes italiens ou allemands qui sont actifs en Pologne. Ça veut dire qu'il y a un conflit assez fort entre les Kulturtragers, les émissaires français qui arrivent, qui sont attirés par les francophiles, comme Stanislas Poniatowski. Et il y a quelques cas. Rico de Tirgaï, il s'en va à Berlin, après 10 ans en Pologne. Pingeron, il va passer 1 an, et c'est un an terrible. Il y a une correspondance entre lui et ses amis français dans laquelle il parle de ses problèmes en Pologne. Par contre, comme vous l'avez dit, au début du 19e siècle, ça change. Et je pense que c'est assez important. Andrzej Rottermund, un chercheur polonais qui, dans les années 60, il a montré que le classicisme polonais est influencé pas par la présence des architectes, mais par la présence des livres d'architecture, surtout Durand. Et Durand, il y a cet ouvrage de Rottermund sur le classicisme à Varsovie, et les ouvrages de Durand sont omniprésents, ils sont utilisés comme la source principale dans les changements de Varsovie dans les années 20 et 30, donc pendant la domination russe, on peut dire. Mais je pense que ça c'est un changement assez intéressant parce qu'il y a présence française qui va disparaître, qui va changer comment on dit, sa forme. Donc au début, on a vraiment des architectes, après ils disparaissent, ce sont les livres qui sont importés. Et pareil, très récemment, il y avait publié la correspondance de Kamsetzer, qui était à Paris, qui était envoyé à Paris par le roi pour se former, pour apprendre les décors des bâtiments. Et pareil, c'était bon, je ne peux pas dire échec, mais ce n'était pas un succès. Finalement, quand il est rentré à Varsovie, il n'a pas fait beaucoup dans les styles français. Donc, je pense qu'il faut quand même, comment on dit, nuancer, développer cette image, parce qu'il y a beaucoup des échecs de ce transfert artistique. Il y a quand même, donc, ce que vous avez évoqué à la fin, l'anglomanie, il y a d'autres courants qui prennent les pouvoirs, et c'est assez visible. Ouais. Je ne sais pas si vous... Oui, tout à fait. Mais il faut peut-être ajouter qu'il y avait aussi, au XVIIIe siècle, les livres d'architecture français, comme ce fameux Neforge. Il y a aussi dans la correspondance, parce que je travaille sur les magnats qui achètent en France, et c'est marqué qu'ils veulent importer des livres de Wzorniki, je ne sais pas comment on dit en français, les livres des modèles. Oui. Mais je suis tout d'accord avec vous, c'était juste pour ajouter quelque chose en plus par rapport à l'époque précédente. C'est très intéressant.
Merci beaucoup pour cette remarque. Peut-être dans le même sens, pour la période de la deuxième moitié du 19e siècle, je soulignerais peut-être le rôle des périodiques comme la Revue générale de l'architecture et des travaux publics, dont on va parler aussi cet après-midi. Donc il y a quand même une certaine continuation en ce qui concerne ces livres de modèles français présents en Pologne au 19e siècle. Ces artistes qui viennent se former en France, ils reviennent avec, j'imagine, des modèles, etc. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des idées politiques en particulier? Voilà. Est-ce que ce sont des vecteurs aussi pour l'histoire des idées, par exemple? Ou est-ce qu'ils arrivent avec leur vision du monde et repartent avec leur vision du monde? C'est juste leur éducation esthétique qui ont concerné, surtout dans une période aussi trouble que celle du 19e siècle. Donc est-ce qu'ils reviennent, je ne sais pas, avec un bagage d'idées qu'on va associer à la France, hein, je ne dis pas qu'elles sont spécialement françaises, mais en tout cas, voilà, ou pas. Voilà. Je crois que au 19e siècle, les peintres, c'était surtout des peintres. Donc, les idées, ce n'est pas leur, comment dire, their cup of tea. Ce n'est pas leur spécialité, ce n'est pas leur monde. C'était surtout le métier qu'ils voulaient apprendre à Paris. Les peintres, par exemple, au milieu du 19e siècle. Ils y allaient aux écoles, etc. C'était des littérateurs qui s'occupaient des idées. Matejko, il a changé quand même. D'abord, il était enthousiaste de Delaroche. En tant que jeune homme, il regardait des photos des tableaux de Delaroche à Cracovie. Il s'excitait, il rêvait qu'il pourrait faire quelque chose de pareil. Quand il a voyagé à Paris, pour la première fois en 1965, il est allé au cimetière, au tombeau de Delaroche. Mais ensuite, il a commencé à penser qu'il a dépassé l'art de his predecessors, de ses prédécesseurs. Oui. Donc, qu'il a inventé une formule différente. Cette formule n'était pas bien comprise ou bien reçue à Paris, d'ailleurs. Donc, la fortune critique de Matejko, c'est l'ascension et la chute assez rapide. Donc, si on parle aux idées, à Matejko, il n'a pas été influencé par les idées. Il était très catholique, patriote ardent, les deux choses allaient ensemble pour lui. Il a été influencé par son secrétaire d'un mode de pensée assez étroit, donc cela n'a pas aidé. Donc, dans le cas de Matejko, je crois qu'on ne peut pas penser aux influences vraiment. Il lui manquait ces influences, à mon avis. Bonjour, c'est par rapport à ça que je voudrais parler. C'est que, bon, je pense qu'il y a ceux qui aussi des artistes qui restent, ceux qui rentrent. Et en Pologne, au XIXe siècle, surtout à la fin du XIXe, il y avait cette situation politique assez difficile. Et pour la plupart des artistes, en tout cas tout ce que je connais, c'était cette idée de créer l'art polonais, de sortir l'art, de sortir la Pologne quelque part sur un niveau international, mais surtout de créer un art national. Et je pense que pour Matejko et pour les autres, c'était cette pensée-là qui les nourrissait. Et là, je pense aussi par rapport à l'école de Brandt, et les artistes qui allaient à Munich, à Zimmler ou à autres, il y a une correspondance aussi. Et on lit souvent qu'il était là à Munich, il étudiait, mais il rentrait, il ne voulait pas se promener, par exemple, dans les entours de Munich parce qu'il voulait créer l'art polonais. Donc, il peignait les paysages polonais en étant à Munich.
Et il ne voulait pas regarder des peintres là-bas, il ne voulait pas regarder des paysages, il ne voulait pas rentrer dans la culture parce qu'il avait cette volonté de créer, même là-bas, des paysages, des scènes de campagne polonaise, etc. C'est ce qui est assez remarquable. L'attitude réaliste de peindre le paysage polonais à Munich et à Paris, comme Chełmoński, n'est-ce pas? Qui en même temps n'a rien de réaliste, hein, parce que Chełmoński, là... Et là, je pensais aussi aux critiques, par exemple, parce que là, encore des gens qui pourraient amener des idées ou qui pensent de manière plus théorique, c'est des critiques d'art. Et là, ici, il y a une énorme, comment dirais-je, différence, mais c'est même pas ça, c'est même pas assez, entre des avis des critiques français vis-à-vis de l'art polonais et des critiques polonais qui même vivaient là-bas ou séjournaient là-bas, qui sont tous, donc les critiques français sont différents, ils parlent plus ou moins bien des artistes polonais. Chełmoński, notamment, qui est donc glorifié par des critiques polonais et qui est très critiqué par les critiques françaises. Et ces critiques polonais qui étaient absolument étanches à tout ce qui venait de la France, à ces regards différents et qui notamment, sans arrêt, parlent des grands succès des artistes polonais, des grands arts, comme s'ils ne voyaient pas. C'est ce qui passe à part ou à côté de ces artistes polonais qui se présentaient dans les salons, dans les expositions, dans les ateliers, etc. Donc c'est assez étonnant finalement, je trouve. Connecté plutôt au marché d'art que les salons d'exposition. Les artistes comme Chełmoński, qui vont, mais ils vont énormément. C'est export qui va surtout en Amérique, parce que les tableaux maintenant, il revient aussi au marché d'art polonais. Et je pense que par rapport à votre question aussi, l'influence intellectuelle, je pense que quand le professeur Zgurniak a dit, les artistes, ils ne sont pas les intellectuels, sont les peintres. À cause de ça, ils sont collés au marché d'art. Le contexte est vraiment assez différent. Comment est-ce que ça colle avec des peintres qui sont dans une construction nationale de la Pologne catholique? Alors, peut-être qu'ils n'adhèrent pas tous à la Pologne Christ des Nations, Mickiewiczienne, etc., romantique. Bon, ça, ok. Peut-être qu'ils y adhèrent, mais c'est quand même... Je me demande s'ils ne sont pas un peu perturbés à un moment, ou peut-être qu'effectivement, ils sont dans des caissons, comme vous le dites, c'est très étanche. Ils ne sont pas perturbés par ces idées de plus en plus anticléricales, notamment qu'il y a en France, et qui transparaissent dans la peinture française, par exemple. Certains dont j'imagine qu'ils ont pu les inspirer, ou pas. Peut-être que... Voilà. Enfin, c'était ce genre d'idées que j'évoquais, pas les idées intellectuelles. Je ne saurais jamais demander à un peintre d'être un intello. Voilà. Mais merci. Je pense que c'est ce que vous dites, c'est visible, par exemple, c'est Wojciechowski. Mais ça, c'est plutôt, voilà. Donc lui, ces idées-là sont lui très proches, et il en parle, et je pense que ça, c'est beaucoup influencé par la France, notamment. Il faut peut-être souligner que ça change dans le temps. Il y a une nouvelle situation vers 1900, juste avant la Première Guerre, où il y a des médiateurs de qualité installés souvent à Paris, comme la famille Nathanson, plusieurs littérateurs qui restent maintenant obscurs. Donc, il y a des choses à faire, à étudier. Parce qu'on ne sait pas grand-chose sur ces échanges. Je rebondis juste en quelques instants sur ce que vous venez de dire par rapport à cet anticléricalisme dans la peinture française. Je pense que par exemple chez un artiste comme Jean-Paul Laurence, qui est peut-être l'un des peintres français qui l'explore le plus, ce n'est pas du tout cet aspect-là en fait que retiennent les artistes polonais. Ils voient davantage en fait les formules du peintre d'histoire que le fond anticlérical, qui n'est pas ce qui les intéresse à mon avis. C'est un artiste comme celui-ci, donc c'est un biais un peu particulier par lequel on regarde ses œuvres. Mais ce n'est pas ce point sur lequel je voudrais rebondir. Il y a une question en particulier qui m'a beaucoup intéressée et que je trouve très importante que vous avez évoquée, c'est la question de la géographie historique et notamment cette question des confins en fait, qui pour
les Français est très difficile à prendre en compte, puisque je pense que cette question de l'évolution de la géographie historique est malheureusement très mal connue, et qui est une question qui est très importante à prendre en compte aussi dans l'acception qu'on a de la peinture polonaise, et qui induit encore un certain nombre d'erreurs aujourd'hui. Alors il se trouve qu'il y a un exemple malheureusement un peu frappant, je crois, à Paris actuellement. Le musée d'Orsay présente une exposition sur la peinture balte à la fin du XIXe siècle, qui inclut en fait sans beaucoup d'explications un certain nombre d'artistes polonais. En fait, notamment on y retrouve Ferdynand Ruszczyk, Władysław Jarocki, avec des contresens, un tableau comme le Nek Maritur de Ruszczyk, où on finit par admettre quand même dans le catalogue que c'est le symbole de la Pologne, mais qui se retrouve englobé en fait dans cette idée de la peinture lituanienne, etc. Donc qui est vraiment une construction moderne en fait, on va dire. Donc voilà, c'est juste une question sur laquelle je voulais revenir justement par rapport à cette question de définition des écoles nationales qui est quand même très complexe et très problématique et qui introduit un certain nombre d'erreurs de compréhension encore aujourd'hui, me semble-t-il. Quant aux pays baltes, l'importance de la culture allemande. Quand on regarde les revues d'art de cette époque, on voit les sociétés d'art, tout est écrit en allemand, si je me rappelle bien. Ou en polonais. C'est vraiment compliqué. J'ai essayé de faire une liste des étudiants polonais de l'Académie Julian. Je suis vaincu. On ne peut pas le faire souvent. Je crois que c'est surtout la langue qu'il faut prendre en compte. Mais dans le cas de peintre, souvent on ne sait pas quelle était la langue du peintre. Avec les écrivains, c'est plus facile.